Et pour ce Zoom du jour, je suis ravi d'accueillir le rédacteur en chef de la revue Éléments et le directeur de la Nouvelle Librairie, François Bousquet. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous présenter votre dernier ouvrage, Courage, manuel de guérilla culturelle. Dans cet ouvrage, il est question évidemment de politique et notamment de la droite telle qu'on la connaît. Mais avant de rentrer dans les détails, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le titre et notamment sur le mot courage. Est-ce que la droite manque de courage ou alors le courage a totalement disparu? Il a peut-être plutôt disparu parce qu'on a oublié à quel point le courage était déterminant dans le combat politique, dans la survie situationnelle à laquelle nous sommes confrontés depuis un demi-siècle, en fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les sociétés de confort, l'allongement de la durée de la vie, la jouissance. Le prix de la vie varie, bien sûr, quand vous mourrez à 40 ans et quand vous mourrez à 80 ans. La valeur de la vie change de nature, change de substance. Donc on a peut-être oublié que le courage était la première des vertus et la mère de toutes les vertus, the big one, et que sans elle, notre avenir est compromis. Sans courage, on peut penser que l'Europe mourra à échéance de 2040-2050. C'est en tout cas ce que dit aujourd'hui Jean Raspail. Sur le courage, justement, vous citez Homère, l'Odyssée et l'Iliade. Est-ce qu'il y a un rapport aussi sur cette disparition du courage et la disparition des valeurs et des racines que connaît la France? Ouais. Alors Homère, il y a 2800 ans, 3000 ans, pose le décor, plante le décor. Et que nous dit Homère? Il y a deux grands chefs-d'œuvre chez Homère, c'est l'Iliade et l'Odyssée, c'est Achille et Ulysse. Achille, c'est le héros, c'est la force physique, et Ulysse, c'est le premier des philosophes. C'est la force de l'intelligence. Et que nous dit Homère? Le courage est indivisible. Il n'y a pas d'un côté le courage physique et de l'autre le courage civique. Il y a à la fois du courage physique et du courage civique. C'est une leçon qu'il administre à l'Europe à l'aube de notre civilisation. Et cette leçon va perdurer à travers les âges jusqu'au XXe siècle, en définitive. Elle va fonder les sociétés chevaleresques, les sociétés fondées sur l'honneur, les sociétés fondées sur des morales sacrificielles. C'est-à-dire qu'on peut risquer sa vie. Et ces sociétés-là, on y a renoncé aujourd'hui, raison pour laquelle nous sommes en péril. Et nous sommes d'autant plus en péril, je citais Jean Raspail, mais Jean Raspail, dans Le Camp des Saints, qui est un de ses grands livres, mais il y a quantité de grands livres chez lui, fixe une sorte d'agenda infernal pour nous. Cet agenda infernal, c'est une horloge, un compte à rebours. C'est quoi ce compte à rebours? C'est l'immigration qui nous la pose et qui met en péril notre civilisation, raison pour laquelle ce livre est une exhortation et un appel au courage. Et Jean Raspail nous dit la chose suivante: quand le million de migrants part du delta du Gange, il y a le compte à rebours qui scande et qui rythme le camp des saints, le 10 000 km avant la vérité, 5 000 km avant la vérité, 100 km avant la vérité. Et nous approchons de ces 100 km avant la vérité, raison pour laquelle la question du courage se pose. Nous sommes de nous engager, nous sommes au sens de sommer, nous exhorte de nous engager et de faire preuve de courage. Alors on va sur la deuxième partie du titre, manuel de guérilla culturelle. Sur la droite nationale, on était plus habitué à une volonté de révolution par la force. Maintenant, on passe à une guérilla culturelle. Pourquoi ce changement ? Alors, les révolutions par la force ne sont plus à l'ordre du jour depuis très longtemps. Le dernier livre qui les évoque brillamment, c'est le livre de Malaparte, Curzio Malaparte, grand écrivain italien, fascisant au début, sinon même fasciste, un fascisme rouge, et qui va finir maoïste après la guerre, et qui a écrit une technique du coup d'État à la lumière de ce qu'il appelait les coups d'État léninistes, hitlérien et mussolinien. Mais l'heure n'est plus en dehors de Tintin et les Picaros, l'heure n'est plus au coup d'État, l'heure n'est plus à l'insurrection révolutionnaire. Elle est à l'insurrection, mais pas révolutionnaire. Et pourquoi? Parce que l'idéal, c'en est un, démocratique, s'est répandu dans le corps social, dans le corps électoral. Et on ne fera plus on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de la démocratie et du vote. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est le préalable à la conquête du pouvoir politique, c'est la conquête du pouvoir culturel. Sauf que jusqu'à présent, on parlait de guerre culturelle. Et une guerre, alors en termes stratégiques, une guerre présuppose un affrontement d'égal à égal d'armée conventionnelle contre armée conventionnelle. Or, nous, notre adversaire, c'est le système. Le système avec un S majuscule, le système est tout puissant. Nous ne pourrons pas l'affronter à armes égales, puisque le rapport de force est disproportionné. Si jamais nous l'affrontions à armes égales, nous serions vitrifiés dans la seconde. Donc nous devons l'affronter autrement, à travers ce qu'on appelait autrefois les guerres irrégulières, à travers les guérillas. La guérilla, au fond, c'est la guerre de David contre Goliath. Si David veut vaincre Goliath, il ne peut pas l'affronter avec les armes de Goliath. Il sera balayé, puisque le déséquilibre des forces, le rapport de force se joue en sa défaveur. Par contre, s'il adopte des stratégies transversales, dites asymétriques en terminologie militaire, là, il se donne les moyens et la possibilité de battre éventuellement, puisque ça n'est jamais gagné, de battre
Goliath. Mais je crois que le problème de la droite, et la droite nationale en particulier, depuis 50 ans, sinon beaucoup plus, si on considère que la droite authentique, la vraie droite, la droite chimiquement pure, c'est la droite contre-révolutionnaire, la droite légitimiste, elle n'a jamais eu le pouvoir depuis 200 ans. Donc on s'est installé dans un comportement d'échec. On s'est installé dans la facilité de l'échec et de la défaite glorieuse. Si vous regardez bien, toutes nos défaites sont glorieuses. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Non, puisque le but de la politique, le but ultime de la politique, c'est porter ses idées au pouvoir. Et si on y renonce, et je crains que la droite nationale y ait très longtemps renoncé, eh bien, le gauchisme culturel, en l'occurrence, a occupé la nature ayant horreur du vide, la nature politique ayant horreur du vide, a occupé l'espace vide, l'espace laissé vacant par nous. Justement, vous parlez d'échec. Est-ce que l'échec est devenu normalisé pour le camp de la droite? On peut le penser. De fait, on a perdu l'essentiel de la guerre culturelle. C'est quoi la guerre culturelle? Eh bien, c'est contrôler ce qu'on pourrait appeler les appareils d'hégémonie. C'est un mot pompeux, mais c'est quoi un appareil d'hégémonie? C'est un média central. C'est Radio France, c'est France Télévisions. C'est l'aptitude à orienter les scénarios des productions télévisuelles. C'est l'aptitude à faire inviter chez Laurent Ruquier tel ou tel auteur, tel ou tel chanteur. Ça, on ne le contrôle plus. On ne contrôle plus la magistrature. Il n'y a plus de magistrats d'Action française. Il y en avait encore il y a 30 à 40 ans. Il n'y en a plus aujourd'hui. On ne contrôle pas l'université. On ne contrôle pas l'éducation nationale. Donc, de fait, tout le champ culturel, qui est un champ très large, quand on parle de champ culturel, ça va de la télévision au sport, à la mode, aux jeux vidéo. Nous ne le contrôlons pas. C'est l'adversaire qui, idéologiquement, le contrôle. Donc, de fait, cette guerre-là, on l'a perdue. Sauf que, depuis quelques années, on assiste à une nouvelle dynamique conservatrice, populiste et réactionnaire, mais c'est assez nouveau dans l'espace politique. Et comment l'inverser, justement, cette tendance de domination? Alors, en faisant ce que nous faisons depuis 10 ans, moi j'ai tendance à dire, mais peut-être parce que j'ai une déformation connaissant Patrick Buisson, ayant écrit sur lui, partageant beaucoup de ses idées, que si on doit donner des dates symboliques, la date 2007 a été très importante. Certes, Sarkozy a trahi le programme, et en particulier les grands symboles qu'avait mobilisé Patrick Buisson, mais le thème de l'identité nationale a très largement changé la donne. En ayant un candidat central qui avait vocation à devenir président de la République, c'est comme un boulet de canon, en fait. Quand Sarkozy parle d'identité nationale, là, on peut dire que le combat culturel a avancé. La Manif pour tous a été un jalon capital pour un effet de bascule. Elle a donné lieu à toute une génération, la vôtre, celle des présentateurs et des animateurs de TV Liberté, journalistes de TV Liberté, les gens qu'on retrouve sur le Figaro Vox aussi, qui produisent des essais, qui produisent du combat culturel, qui interviennent dans l'espace public. Mais ça, c'est nouveau et ça ne fait que 10 ans qu'on le pratique. Or, la guerre culturelle, c'est une guerre au très long cours. Moi, j'appelle ça une guerre de 100 ans. Quand vous coupez la tête du roi, en 1792, pour qu'il y ait une traduction juridique du parricide, parce que ce n'est pas seulement un régicide, c'est aussi un parricide, la traduction juridique a lieu 2 siècles après. Donc pour qu'il y ait une traduction dans le monde réel de victoire sémantique, de victoire idéologique, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Or, nous sommes pris dans une course contre le temps. C'est pour ça que je parlais de Jean Raspail. Jean Raspail nous donne un compte à rebours de la fin du monde, pour nous. En tout cas, de la fin du monde européen. Lui, il dit que notre société sera en péril, que nous rentrons vraiment dans le temps du clandestin, que notre société sera en péril en 2045-2050. Mais Gérard Collomb dit que c'est dans 5 ans. Disons, pour couper la poire en deux, qu'on n'a plus qu'une génération devant nous pour changer la donne et inverser la roue de la fatalité qui nous tombe sur les épaules. Pour l'inverser, c'est infiltrer le système de l'intérieur, mettre des vers au sein de la pomme. On voit que ça commence à prendre. On voit notamment Éric Zemmour qui a son émission quotidienne maintenant sur CNews. On voit parfois Charlotte Dornelas sur CNews également, sur BFM TV, Gabriel Cluzel. Ça commence à prendre? Il y a en tout cas sur CNews la bizarrerie dans le paysage médiatique des médias centraux. Sur la TNT, c'est CNews. Puisque CNews, il y a Pascal Praud qui a invité Charlotte Dornelas, ancienne de TV Liberté. Gabriel Cluzel également, qui est aussi présente sur CNews. Et aujourd'hui, Zemmour. Alors, le fait qu'il y ait Charlotte Dornelas et Gabriel Cluzel, qui sont bluffantes et épatantes, c'est aussi la stratégie Fake News.
c'est qu'on peut porter un discours contre le système lorsqu'on a un beau sourire, qu'on a une belle femme. Quand je dis ça, je ne fais pas un délit de faciès, ni l'apologie du machisme, que sais-je. Oui, mais c'est rentrer justement dans le jeu de ce système-là. C'est une manière de rentrer dans le jeu du système. Hein. Donc c'est une très bonne chose, sauf qu'il n'y en a que deux. Sauf qu'il n'y a qu'un Zemmour. Hein. Zemmour a presque phagocyté. On nous dit Zemmour est partout. Non, il n'y a que Zemmour. Zemmour, c'est le Zemmour qui cache la forêt. Il occupe ce créneau de l'opposition, mais il est délégué qu'à lui seul. Hein. Or, à TV Liberté, à Éléments, dans 10 médias, de la radiosphère, nous avons quantité de journalistes, hein, brillants, intelligents, cultivés, courageux, qui seraient prêts à aller porter une parole contestataire dans les médias centraux. Or, ils ne sont pas invités. Donc, raison pour laquelle ce que fait Zemmour est fantastique. Hein, pour nous, c'est une dynamique exceptionnelle, hein, derrière laquelle il faut s'engouffrer, mais il est seul. Hein. Il en faudrait 100 autres. Il a en face de lui 1000 soldats, il a en face de lui une armée. Comment un général sans armée, parce que c'est un général sans armée, Zemmour. Je m'entends, l'armée, il l'a, c'est les lecteurs, c'est le pays réel, hein, mais c'est sans armée dans les médias centraux. Comment pourrait-il tenir tête et défier cette armée de journalistes, hein, qui ne croient qu'au gauchisme culturel? Il y a un signe qui est très parlant pour montrer un indicateur, qui est très parlant pour montrer l'uniformité d'une profession. C'est le vote, la nature du vote. Hein. Il n'y a aucune profession en France où vous avez 90% des gens, sinon 100% dans les écoles de journalisme, qui votent pour le gauchisme culturel. Vous n'avez pas 100% de paysans qui votent pour François Bayrou, c'est pas vrai. Vous avez 2 tiers de paysans qui votent à droite, 1 tiers à gauche. Là, non, il y a un phénomène d'unanimisme, comme les bandes sardines, hein, qui fait qu'on est coopté, le même coopte le même. Hein. Le gauchiste coopte le gauchiste. Le sociologue bourdieusien coopte le sociologue bourdieusien. Donc l'objection de Zemmour ne tient pas. Il nous faudrait 10 Zemmour, 100 Zemmour. Mais est-ce que justement l'exemple de Zemmour ne traduit pas aussi le fait qu'il s'est fait aspirer à l'intérieur de ce système? Est-ce que ça ne lui profite pas montrer justement, vous voyez comment ils sont méchants avec moi, et puis faire sa pub finalement pour ses livres? Est-ce que c'est pas aussi la preuve de... C'est une bonne guerre, tant mieux pour lui. Je veux dire, vraiment, c'est un général magnifique, c'est un chef d'armée magnifique, hein, Zemmour. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais reculé, il tient tête au système, il ne se laisse pas démonter, il ne s'excuse pas sans arrêt. On nous demande sans arrêt des excuses, sans arrêt de faire des autocritiques publiques, il n'en fait jamais. Je ne crois pas qu'on puisse le reposer. Je pense que c'est notre aptitude à subvertir le système de l'intérieur est la plus efficace. Quiconque peut rentrer à visage découvert, et non pas masqué, hein, pas d'entrisme, mais à visage découvert comme Zemmour, en assumant ses idées au cœur de la matrice, hein, se donne les moyens de la corrompre, hein, de l'éroder, de la fragiliser. Justement, pour des personnages comme Zemmour, Charlotte Dornelas ou Gabriel Cluzel, généralement, il y a un rejet avec des mots extrêmement puissants, ils viennent de la fachosphère et tout ça. Est-ce que la droite nationale peut combattre ces titres diabolisants? Il le faut, en tout cas. Zemmour... Mais comment peut-elle le faire? Alors, pour vous conforter dans ce que vous dites, Zemmour a été traité de délinquant de la pensée par Gérard Noiriel, hein, historien de l'immigration, historien très partial de l'immigration, dans la Pravda, dans Le Monde. Hein. Donc, en effet, le système recourt... Quand le système nous qualifie, il nous disqualifie. Donc, il nous renvoie sans arrêt à notre assignation première, hein, qui est l'extrême droite, etc., qui est le point Godwin. Comment faire? C'est toute la difficulté et tout le dilemme. Hein. L'essentiel du livre porte donc sur cette notion de guérilla culturelle. Hein. Donc, c'est essayer de porter à l'adversaire des coups qui l'affaiblissent, hein, mais de manière transversale, en subvertissant de l'intérieur le système ou de l'extérieur pour ce qui me concerne, parce que je ne suis pas dans le système, j'ai un pied un petit peu dans le système, Éléments est en kiosque, la librairie à Pignon-sur-Rue, la nouvelle librairie rue Médicis. Hein. Pour autant, je ne suis pas au cœur de la matrice. Hein. Je crois en tapant de plus en plus violemment sur elle, puisque l'enjeu des temps nous y contraint, en étant de plus en plus inventif, de plus en plus mobile, en adoptant vraiment toutes les ressources de la guérilla. Et ces ressources de la guérilla, c'est l'inventivité, la mobilité, le harcèlement, la surprise. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Chaque révolution culturelle, chaque changement de paradigme idéologique. Je dis paradigme, le mot est un peu, mais il est important ce mot, puisque on change d'univers mental en fait. Quand vous changez d'univers mental, vous pensez du Moyen-Âge à la Renaissance, hein, il y a un nouveau média qui est inventé, c'est l'imprimerie de Gutenberg.
L'imprimerie de Gutenberg, c'est en 5 ans, 200 000 Bibles qui sont imprimées en Allemagne. Donc le protestantisme s'engouffre derrière l'imprimerie. La Révolution française, Société de pensée, Salon parisien, Gazette parisienne. Donc à chaque changement idéologique, il y a une invention technologique. Nous avons cette invention technologique. Alors évidemment, on est en train de la censurer. Évidemment, on est en train de la contrôler. Le système est en train de le reprendre en main, cette chose-là. Mais il a repris en main le système, les salons, les gazetiers, les sectionnaires, jacobins. La monarchie a également essayé d'étouffer les gazetiers et les salons parisiens. Pour autant, ils ont été plus forts parce qu'ils portaient une nouveauté radicale. Donc nous avons un outil fantastique, c'est l'armée des trolls de Trump, c'est tout ce que votre génération fait sur le net. C'est le site Breitbart de Steve Bannon. Il faut que nous puissions le faire. Et puis en France, on a quand même beaucoup de choses, entre ce que fait Polémia, Jean-Yves Le Gallou, Immédiat sur TVL, ce que vous faites, ce que votre génération fait. On a quand même des outils aujourd'hui pour contourner le système. Il y a 10 ans, notre fenêtre de tir, notre fenêtre d'ouverture, le public auquel on s'adressait était mécaniquement beaucoup plus limité. Aujourd'hui, mon Dieu, l'échantillon est très très large, grâce au net. Vous évoquez également quatre personnages centraux dans cet ouvrage, Gramsci, Homère, Solzhenitsyn et Dominique Vénère. Oui. 4 personnages extrêmement distincts. Comment peut-on s'y retrouver? Et puis surtout, à part Dominique Vénère, ce sont quelques générations passées déjà. Oui, mais enfin, il faut Homère, parce que c'est le père fondateur, parce qu'il a tout inventé, parce que c'est l'éducateur de la Grèce, et la Grèce est l'éducatrice de l'Europe. Donc, nous lui sommes redevables, consciemment ou inconsciemment. Gramsci, parce que Gramsci est un communiste italien qui a repensé le communisme à l'aune de la nation italienne. Il a été emprisonné par Mussolini en 1928 et le procureur avait dit qu'il fallait empêcher ce cerveau de penser pendant 20 ans. Or, en prison, il va produire ses cahiers de prison et inventer la notion de combat culturel. C'est-à-dire, je le redis, le combat culturel, si vous voulez avoir le pouvoir politique, il faut d'abord conquérir les cœurs et les esprits. Une fois que vous avez conquis les cœurs et les esprits, le pouvoir politique peut s'offrir à vous. Donc Gramsci est incontournable. Pourquoi Solzhenitsyn? Parce que Solzhenitsyn nous livre 2 leçons magistrales. La plus connue, c'est ne pas vivre dans le mensonge. Petit texte qu'il écrit le jour de son arrestation. Ne vivons pas dans le mensonge. La résistance, la dissidence commence par moi. Solzhenitsyn, c'est la banalité du bien. Il y a une banalité du mal, et bien lui il nous dit non, il y a une banalité du bien. Vous, moi, nous pouvons dire non au système. C'est une affaire entre ma conscience, entre moi et ma conscience. Donc, est central. Il nous administre une deuxième leçon qui serait trop long de développer, mais dans les camps, sur la question de la trahison. Le nœud de la trahison est pour nous déterminant. Je citais Jean Raspail. Jean Raspail, dans Le Camp des Saints, dit que la trahison s'est normalisée aujourd'hui. Elle est dans l'ordre des choses. Dans les sociétés antérieures, les sociétés de nos pères et nos grands-pères, donc c'est des sociétés encore qui est immédiate, bannissaient, proscrivaient la trahison. Dans l'enfer de Dante, le dernier des cercles, c'est le cercle des traîtres, Iago, Judas. Donc c'est la question de la trahison chez Solzhenitsyn est centrale. Et en fait, ils vont tuer les traîtres dans les camps du goulag. Donc voilà pourquoi Solzhenitsyn. Et enfin, Dominique Vénère, parce qu'il vient en écho de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, c'est la grande dissidence chrétienne. Qu'est-ce que la grande dissidence chrétienne a produit depuis 2000 ans? C'est la figure du saint, c'est la figure du martyr. Donc c'est le saint. Solzhenitsyn nous apprend que nous pouvons devenir des saints à notre petit niveau. Et Dominique Vénère, c'est l'autre versant, c'est le versant antérieur gréco-romain, païen de la conscience et de l'âme européenne, c'est la figure du héros. Donc entre Solzhenitsyn et Dominique Vénère, on a 2 leçons, comment devenir... Alors évidemment, ce sont des figures d'exception, et l'un et l'autre, ce que je ne suis pas, ce que beaucoup de téléspectateurs ne sont pas, mais malgré tout, on a besoin d'exemplarité, on a besoin d'exemples, ils nous apprennent ce que c'est que le sacrifice, et qu'on n'a rien sans risquer quelque chose. C'est ça aussi la question du courage. Alors, en l'occurrence, pour Dominique Vénère, c'est la vie. C'est la vie. C'est un paradoxe, c'est sa mort volontaire, puisque c'est à la fois lui qui se tue, bien sûr, mais c'est aussi lui qui tue. C'est ça la question. Ça dépasse le cadre du suicide, me semble-t-il. Je crois que ce que Dominique Vénère veut nous dire, c'est nous qui nous met en joue. C'est vous, toi, homme d'Europe, toi, homme de France, es-tu disposé à sacrifier quelque chose pour sauver ta civilisation? Comme moi, je l'ai fait. Je crois que c'est ce qu'on appelle en philosophie la négation de la négation. Il se tue, mais il se tue pour ne pas mourir. Il se tue pour qu'on lui survive.
Donc c'est la leçon qu'il nous administre, me semble-t-il, et il l'administre à la manière des héros, en particulier des héros grecs, en particulier des héros homériques, qui lui sont très chers. Et vous voyez à quel point l'histoire est sur le temps long. La mort de Dominique Vénère, dans son testament, il a tenu à ce qu'un institut lui survive, l'Institut Iliade, qui chaque année fait un colloque qui réunit plus de 1000 personnes, et surtout, plus encore, beaucoup plus important, forme à chaque année, à travers une ou deux promotions, quantité d'auditeurs, de jeunes gens de 20 à 30 ans, qui demain auront les leviers de commande dans l'économie, dans la politique, dans l'entreprise. Alors si j'évoque ces 4 personnages, parce qu'ils sont centraux évidemment dans Courage, manuel de guérilla culturelle, mais paradoxalement ou non, vous dites qu'il faut faire table rase du passé, mettre de côté la célèbre phrase « c'était mieux avant ». Pourtant, vous faites référence à ces personnages qui sont passés. Il faut s'appuyer, vous avez raison, ce sont deux choses un peu distinctes, hein, mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a une certaine confusion ou un paradoxe. Hein. Il y a les modèles, ne renonçons pas aux modèles. Hein. Les modèles sont... Il faut s'appuyer dessus pour rebâtir. Pour rebâtir, simplement il ne faut pas se laisser enfermer par eux, il ne faut pas se laisser absorber par eux. Il faut sortir des schémas proustiens à la recherche du temps perdu. Le temps perdu est perdu, c'est une tautologie, le temps perdu. Donc cessons de courir après le temps perdu, cessons de nous complaire, hein, dans une rétro nostalgie, c'est un doublon, mais dans une nostalgie commode, facile, et surtout qui, chez nous, entraîne des réflexes de résignation, de fatalisme, de défaitisme. Ce dont nous avons besoin, c'est exactement l'inverse. Hein. Il faut s'appuyer sur nos pères, s'appuyer sur nos aïeux, les chérir, bien sûr, mais ne pas se laisser enfermer dans des célébrations mortifères. Hein. L'avenir nous appartient pour peu que nous le voulions, pour peu que nous ayons un discours offensif, pour peu que nous portions un discours positif. Hein. Je ne crois pas qu'on puisse conquérir les cœurs et les esprits de la majorité en tenant un discours négatif. Or, la nostalgie est un discours négatif. Le « c'était mieux avant » est un discours négatif. Hein. Je crois qu'il faut qu'on porte un discours positif. Ce discours positif aura des vertus performatives, ça veut dire que la parole, hein, d'elle-même, va produire de l'action, et cette action va produire des victoires. Hein. Donc, il faut insister là-dessus. Et de deux, c'est que depuis 10 ans, peut-être à cause de l'urgence des temps, depuis 10-15 ans, votre génération, sans démagogie, vous êtes beaucoup plus désinhibés que nos générations ne l'étaient. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de Martial Bild, hein, mais je parle de notre génération dans leur ensemble, hein, avait un rapport beaucoup moins transgressif, hein, avec notre propre histoire, en particulier l'histoire du XXe siècle. Vous êtes désinhibés, vous n'avez plus froid aux yeux. Donc, je crois au contraire qu'il faut... Si on doit s'appuyer sur les anciens, c'est que les anciens transmettent la flamme. C'est ce que disait Tolstoï. Hein. Qu'est-ce qu'on fait depuis la nuit des temps ? On transmet la flamme. Voilà, on transmet le feu. Depuis l'homme préhistorique, on transmet le feu. Donc nous transmettons le feu, mais pour que vous incendiez la plaine, pour que vous posiez la possibilité pour nous, comme civilisation, de se survivre à elle-même. Hein. Alors justement, il y a un changement qui est notable pour notre génération, c'est l'émergence des minorités ethniques, alimentaires. J'ai noté une autre minorité qui a fait sexuelle. Oui, sexuelle. Exactement. Ouais, ces minorités commencent ont plus qu'émerger, elles sont même maintenant quasiment dominantes. Ouais, on peut le dire. La droite est devenue minoritaire. Est-ce qu'elle doit prendre exemple sur ces minorités devenues Moi, je dominantes ? pense qu'on a beaucoup à apprendre de notre ennemi en termes de combat culturel, hein, pour le battre. Hein. Mais la leçon que nous administrent les minorités depuis 50 ans, parce que ça fait depuis un demi-siècle que les minorités ont vraiment pris le pouvoir, à la fin des années 60, au début des années 70, d'abord les minorités sexuelles, puis après les minorités ethniques, aujourd'hui les minorités alimentaires. Véganes, végétariens. Oui. Quelle est la leçon qu'elle nous montre, hein? Il y a plusieurs leçons, je pense. Hein. C'est que dans un contexte de guérilla culturelle, ça n'est pas l'effet de masse qui compte. Hein. Ce n'est pas parce que vous appuyez sur 1 million de soldats que vous allez gagner cette guerre culturelle. Hein. Donc ce qui compte, c'est la mobilité. Et au mot de Staline, le Vatican, combien de divisions ? Je crois qu'il faut répliquer désormais le Vatican, combien de commandos ? Combien de commandos, nous, identitaires, je préfère le terme identitaire au mot droite, hein, on pourra peut-être en parler, mais nous, identitaires, nous, porteurs d'une identité, attachés à notre identité, pouvons peut-être, hein, je dis bien peut-être, parce que ça n'est jamais gagné par avance, hein, triompher. Donc ne plus penser il faut qu'on ait 10 000 syndicalistes, qu'on ait un parti avec 100 000 adhérents, peu importe. Hein. Si nous avons des minorités agissantes, hein, par exemple la génération identitaire, hein, nous pouvons, avec des centaines de personnes, mais pas plus, peut-être un millier, j'en sais rien,
On peut produire des événements qui frappent les esprits. Donc c'est une leçon assez importante que nous délivrent les minorités. Peu importe si on n'est pas nombreux, il suffit qu'on soit efficace, inventif, Faire mobile, du bruit. faire du bruit, voilà. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est une leçon que nous délivrent les minorités, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les minorités intolérantes, ou les intolérants vertueux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une religion, par exemple, s'impose par une minorité, par un noyau qui est intransigeant sur la question de la religion. Alors évidemment, rapidement, ça s'institutionnalise, ça se normalise et ça s'assouplit. Pour autant, les révolutions sont portées par des minorités intransigeantes. Des exemples, comment la nourriture s'est cachérisée aux États-Unis parce que des juifs ont refusé de boire, des juifs orthodoxes, pas des juifs laïcs. Les juifs orthodoxes ont refusé de boire du Coca-Cola. C'est une minorité, c'est une fraction infime de la population, même au sein de la communauté juive. Eh bien, qu'ont fait les producteurs de soda aux États-Unis, donc Coca, ils ont cachérisé tout leur boisson. Comment procèdent les véganes De la même manière. Les véganes partent du harcèlement au sein d'une famille. Votre fille est par exemple végane, et bien très rapidement, elle menace les parents, le frère et la sœur. Elle menace, c'est un bien grand mot. Son intransigeance produit un effet de souffle sur la petite cellule familiale. Et très rapidement, le père, la mère commence à ne plus manger, à ne plus consommer de la viande. Ce que je dis cela, c'est que nous ne devons pas avoir peur de porter et de tenir des discours radicaux. Il ne faut pas penser que la radicalité nous aliène les gens. Dans un contexte où tout le monde se radicalise, et pas seulement les islamistes. Notre président se radicalise. Quand on voit la manière dont les Gilets jaunes ont été traités, on peut considérer que le système se radicalise. C'est toujours les libéraux qui enterrent la liberté d'expression. Et la manière dont la répression s'est exercée sur les cortèges de Gilets jaunes nous montre que le pouvoir se radicalise. Pourquoi nous priverions, nous, identitaires, de cette radicalité ? Cette radicalité, je crois, répond à une demande de l'opinion. L'opinion aussi se radicalise. L'opinion aussi se crispe. Pourquoi ? Parce que les menaces sont de plus en plus évidentes. Donc les minorités nous montrent que, peu nombreuses, elles peuvent être efficaces, et que porter un discours radical n'est pas un handicap en politique. Dernière question, François Bousquet. Vous appelez également, ou vous dites qu'il ne faut plus avoir peur dans la rue de lire son journal de droite, de ne plus avoir peur de montrer ses opinions. Est-ce la raison de la nouvelle librairie qui a ouvert ses portes il y a 1 an et demi maintenant ? Oui, la raison principale, c'était... il y a plusieurs raisons, mais une des raisons centrales de l'ouverture de la librairie, qui est un projet communautaire, collectif, dont je suis la personne la plus âgée, puisque c'est un projet où on est assez nombreux derrière, qui est porté par une génération de 20 à 30 ans, des étudiants, ou des gens en train de sortir des études, c'est de redevenir visible. Nous avons intériorisé la stratégie que notre adversaire nous a imposée. C'est quoi cette stratégie ? C'est faire de nous des hommes invisibles, faire de nous des fantômes sociaux, des fantômes médiatiques, ne pas nous voir. Moyennant quoi, ou résultat, tous les codes vestimentaires dans la rue sont des petits rappels au castrisme, au guévarisme, voire même au soviétisme. La petite étoile à 5 branches, les t-shirts Che Guevara, qui sont portés par n'importe qui sont portés par des gens qui ne sont pas politiques, qui n'ont pas de discours politique. Donc nous avons perdu cette guerre des images, cette guerre des symboles. C'est peut-être la guerre la plus importante. Et cette guerre, elle passe par définition et automatiquement par l'affichage. Sortons des stratégies d'invisibilité, sortons du bois. La forêt prend feu, notre monde est en train de prendre feu. En disant cela, je ne tiens pas un discours de fin du monde. C'est au contraire, c'est un discours, je l'espère, mobilisateur. Et pour que la mobilisation soit efficace, il faut que, pas tous, il y a des gens qui ne peuvent pas s'afficher, mais ceux qui le peuvent, par exemple nous, journalistes, nous nous affichons nos idées. En les affichant, nous les légitimons. Nous n'envoyons pas au système, nous confortons pas le système dans l'idée que nos idées sont des maladies honteuses. J'en arrive à penser quand je vois Éric Zemmour, Charlotte Dornelas, Gabriel Cluzel ou quelques autres. Moi, il m'arrivait d'y passer sur ces chaînes-là. C'est que nous sommes le quota des handicapés idéologiques du système. Nous sommes tolérés qu'à ce titre-là. Et de la même manière que vous avez une obligation en tant qu'employeur d'embaucher des handicapés, au sens physique du terme ou psychique du terme, le système se croit obligé, obligation qu'il ne respecte pas, raison pour laquelle il est régulièrement amendé, le système se croit obligé également, et est obligé en fait de fait pour nourrir une fiction de pluralisme, nous faire croire que, parce qu'il y a Éric Zemmour sur le plateau de télévision, la pluralité est respectée. Non, elle n'est pas respectée. Et la seule manière pour nous d'instaurer un rapport de force avec ce système, c'est de nous afficher, je crois.
pour le mot de la fin, TV Liberté, Éléments, la Nouvelle Librairie, Boulevard Voltaire, Ouais. ce sont les premières pierres à, Oui, je à un crois. édifice nouveau. Je crois, oui, je pense Ouais. que c'est une constellation. Il y a une constellation de nouveaux outils. Polémia, on peut rajouter Oui. l'Institut Iliade, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Les gens qui ont envie de citer peut-être sursauteront. Mais on est de plus en plus nombreux à porter sur la réinfosphère, une parole dissidente, une parole contre le système. Donc il y a ces porteurs ce sont des germes, voyons-le comme des germes, porteurs pour nous d'une promesse d'avenir. Puisque ce que nous devons restaurer, c'est une promesse d'avenir. Raison pour laquelle aussi nous devons cesser de regarder dans le rétroviseur ce qui se passait hier. Je sais que hier il se passait des choses formidables, que la société était beaucoup plus homogène, beaucoup plus cohérente. Ce monde-là est derrière nous. Donc essayons D'en bâtir un nouveau. d'en bâtir un nouveau, en s'appuyant sur l'ancien, mais en regardant devant nous, quoi. Eh ben, ce sera le mot de la fin. François Ouais. Bousquet, merci Merci à beaucoup d'être venu. Je rappelle votre ouvrage Courage, guérilla manuel de guérilla culturelle, et c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci beaucoup François Bousquet. Merci.